Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Peut-être le début de la vérité dans l'affaire Marion Génin. Plus de 17 ans après la disparition de la jeune femme, l'un des 4 accusés comparaît pour la première fois devant la cour d'assises. Retour sur la première journée d'audience de Fabien Chérubin dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, les entreprises tirent la sonnette d'alarme. Alors que les élus de la CTM doivent voter demain la hausse du versement mobilité, le monde économique s'inquiète des possibles répercussions. Cela représenterait une perte de plusieurs dizaines de millions d'euros pour les structures concernées. Nous irons à la découverte de l'exposition Hurler les failles. 18 artistes exposent à Tropicatrium jusqu'au 14 février. Peinture, sculpture, céramique. Ici, la blessure devient création. Plus de 17 ans après le meurtre de Marion Génin, Fabien Chérubin comparaît enfin devant la cour d'assises de Martinique. Déjà condamné par contumace, le Saint-Lucien est cette fois bien présent sur le sol martiniquais pour répondre de ses actes. Une histoire qui avait profondément choqué notre île en septembre 2008. Le compte-rendu de Ryan Anias. Nouveau jour aux assises de Fort-de-France et la Cour juge aujourd'hui une affaire criminelle vieille de 18 ans. Jusqu'à mardi prochain, Fabien Chérubin comparaît pour l'assassinat de Marion Génin. La jeune femme avait 23 ans. Elle s'était installée en Martinique pour travailler. Elle disparaît alors en septembre 2008. La jeune femme est ensuite retrouvée égorgée plusieurs semaines plus tard à Saint-Plus. Aujourd'hui, la Cour s'est penchée sur la personnalité de l'accusé, son parcours de vie et son passé judiciaire. Puis un moment très fort est arrivé, l'audition des parents de Marion Génin en visioconférence. Ils ont été entendus par les juges et jurés. Et 18 ans après les faits, leur douleur reste intacte et l'émotion s'est emparée de la salle B du tribunal. Cette affaire faisait les gros titres en septembre 2008 et avait profondément choqué. On redoutait le pire tout en espérant encore. L'autopsie pratiquée sur le corps retrouvé hier à Sainte-Luce a reconnu les empreintes dentaires de Marion Génin, mais l'identification sera officialisée après les tests ADN. Ce matin, devant la cour d'assises, Fabien Chérubin, l'accusé présent dans le box, est longuement interrogé. L'accusé, né en 1986 à Sainte-Lucie, décrit une enfance marquée par la pauvreté. Il évoque aussi des violences subies très jeune. Mais l'audience change ensuite de ton avec l'audition des parents de Marion Génin. Il témoigne en visioconférence. Le père peine à retenir ses larmes. La mère prend la parole à son tour et raconte l'attente et le silence de l'accusé pendant 20 jours de recherche. C'était très poignant quand il s'agissait effectivement d'entendre le père de Marion Génin qui a exprimé sa colère, une colère qui est tout à fait légitime. Cette incompréhension demeure toujours aujourd'hui. Le père de la victime déclare devant la cour à plusieurs reprises, je cite, « Pourquoi ne pas avoir indiqué plus tôt l'endroit où se trouvait le corps ? Pourquoi avoir prolongé la souffrance de toute une famille ?» Cette affaire avait aussi été marquée par les difficultés d'extradition de l'accusé. Nous avons demandé l'extradition dans 2 dossiers, qui sont les dossiers d'un vol suivi de mort de quelqu'un qui a été égorgé, de viol de la compagne de cette personne et dans une série de vols à main armée qui ont été commis en Martinique. 18 ans après, la colère est toujours là et le sentiment d'une justice trop lente l'est aussi. Il a été extradé donc de Sainte-Lucie, il a voulu être jugé, il sera jugé, il va donner donc sa véritable version des faits. La cour d'assises de Martinique juge cette affaire pour la 2e fois. Absent lors de la première, Fabien Chérubin avait déjà été condamné à la perpétuité. Le procès, lui, se poursuivra jusqu'à mardi. Et à quelques mètres de là, le procès des grands frères se poursuit. Au 3e jour d'audience, l'un des prévenus, absent depuis le début des débats, s'est finalement présenté. La matinée a aussi été marquée par les auditions de personnalités. Ryan Anias. 3e jour de procès dans l'affaire des grands frères de Guadeloupe. Absent depuis l'ouverture des débats, tout comme Samuel Kraï, Didier Divrand s'est présenté ce mercredi à la barre. Son arrivée intervient dans un contexte tendu. Son avocat, le bâtonnier Germani, a contesté l'ordonnance de renvoi devant le tribunal. Les magistrats ont vivement rappelé que ces absences ne sont pas tolérables, les 2 prévenus étant placés sous contrôle judiciaire. À son entrée dans la salle, Didier Divrand a été immédiatement rappelé à l'ordre par la présidente. Elle lui a reproché son absence depuis le début du procès. De son côté, le bâtonnier Germani a indiqué avoir saisi la Cour de cassation pour demander l'annulation de l'ordonnance avant de reprendre place dans le prétoire.
Parallèlement, les auditions de personnalités se poursuivent. Ce mercredi, Frédéric Duménil, surnommé Boana, s'est exprimé à la barre. Il affirme exercer toujours comme médiateur et continuer à travailler avec les institutions. Selon lui, les actions menées par les grands frères visaient à accompagner les jeunes et à comprendre les mécanismes de la violence. Il rejette toute assimilation à un gang, parlant plutôt de collectif artistique et culturel. Enfin, il conteste la définition retenue par l'accusation qu'il estime éloignée de la réalité du terrain. L'audience se poursuivra demain. À la une aussi de l'actualité, le monde économique martiniquais réuni ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie. Les chefs d'entreprise montent au créneau à la veille d'un vote très attendu à la CTM, la hausse de 2 à 3% du versement mobilité, une taxe qui ferait bondir la fiscalité des structures de plus de 11 salariés. Les explications de Dorian Cayula. Sur notre territoire, les transports continuent de faire débat. À la veille d'une séance plénière à la CTM, la Martinique économique tire la sonnette d'alarme face à une nouvelle hausse en examen pour les entreprises. Le monde économique est inquiet. Nous sommes dans des situations au niveau des entreprises très difficiles. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, et singulièrement depuis la crise de la vie chère, donc de fin 2024, où les entreprises ont bien compris, et elles l'avaient déjà intégré, qu'il y avait une problématique de vie chère sur le territoire. Donc cette problématique de vie chère entraîne des disparitions de beaucoup d'entreprises qui ne savent pas aujourd'hui, qui n'arrivent pas aujourd'hui à survivre à la situation économique difficile. Et ça décide de la part des entreprises qui restent la maîtrise de leurs charges. Plus qu'une nécessité, les acteurs parlent d'une urgence. Selon eux, la fiscalité des entreprises de plus de 11 salariés augmenterait de 50%. En cause, le relèvement du versement mobilité qui passerait de 2 à 3%, tel que ciblé par la CTM. Une mesure qui entraînerait une ponction de 33,5 millions d'euros par an sur l'économie locale. L'équivalent, selon les professionnels, du salaire d'un jeune par entreprise supprimée. Pour le président de la CCI, l'entreprise ne doit pas devenir une rambarde de sécurité automatique. Le contexte économique actuel, avec cette lutte contre la vie chère, on ne peut pas systématiquement considérer l'entreprise comme une variable d'ajustement. Et donc nous disons qu'il faut là aussi savoir raison garder. Au final, ces augmentations seront supportées par l'ensemble des Martiniquais. Et c'est ce que nous voulons faire passer comme message. Cette augmentation décidée sans concertation est problématique et qu'il est encore temps de surseoir à la décision, de prendre le temps de la discussion et de la concertation avec les acteurs économiques. Une situation qui n'est pas sans rappeler la hausse annoncée des tarifs de l'eau par Odyssey, avec un impact supplémentaire de plus de 40% pour ces mêmes entreprises. Des décisions qui doivent se jouer demain dans les locaux de la CTM sans que les acteurs économiques n'aient à ce stade pu faire entendre leur voix. Et puisque l'on parle du tissu économique de l'île, Stéphane Magin, président du groupe Sorestac, à la tête du restaurant Hippopotamus, réagit à un article paru sur le site Bondamanjac. Son auteur y dénonce notamment des supposés retards de paiement ainsi que des pratiques commerciales douteuses. Le dirigeant pointe des propos, je cite, calomnieux, malveillants et infondés. Stéphane Magin est joint par Dorian Cayula. Les salaires depuis 1 an avec un accord salarial sont découpés pour éviter les retards, parce que dans notre profession, il y a beaucoup de variables, donc le temps de les mettre en place, et pour éviter que les salaires soient payés comme il était d'usage lorsque nous on a repris le restaurant après le 10, on a préféré donner un acompte conséquent le début de mois, on calcule les variables, et la semaine d'après on est capable de solder comme ça pour que les salaires soient faits et que le plus juste possible pour les salariés. Mais Gilles Desgras a cru trouver la pépite qui démontre la faiblesse de l'entreprise sans en être capable de l'interpréter ni de la lire, ce qui montre la compétence aussi de certaines personnes qui développent aussi de la haine. Oui, ATV a un compte auprès d'Hippopotamus dans le cadre d'un échange marchandises pour être tout à fait transparent. Et il lui fallait un restaurant pour pouvoir organiser ses déjeuners d'affaires et commerciaux. Il est évident que j'ai souhaité privilégier mes établissements, vous en conviendrez. Ces 13 000 euros, c'est pas juste une année, c'est 13 000 euros de déjeuner sur les 3 dernières années. Avec nos conseils en train d'en discuter, nous allons assigner aujourd'hui Gilles Desgras pour ses propos racistes et diffamatoires, et surtout pour une divulgation de données industrielles totalement erronées. J'ai beaucoup de peine pour mes salariés qui travaillent très dur. Vous savez, ça une quarantaine de salariés, donc une quarantaine de familles. Beaucoup sont des mamans toutes seules, avec plusieurs enfants à charge.
Ce travail est pour eux salutaire parce que nous payons toutes les heures, tout est déclaré. Donc on s'efforce d'être le plus réglo possible, ce qui n'est pas toujours évident. On se bat dans un contexte économique très compliqué et d'entendre des choses comme ça les sidère, ça leur fait peur parce que ils veulent garder leur travail, ils veulent garder leur gagne-pain. Et donc pour eux aussi, je vais me battre et il faut que Gilles Desgras se taise. La grippe circule activement en Martinique, rien de surprenant étant donné la période de l'année, même si cette fois l'épidémie a démarré plus tôt que les années précédentes. Les indicateurs sont en nette progression, aussi bien en médecine de ville qu'aux urgences, comme nous l'explique Dorian Cahuila. La grippe circule activement en Martinique. L'épidémie a démarré plus tôt que d'habitude et les indicateurs sont en hausse depuis plusieurs semaines. En médecine de ville, plusieurs centaines de consultations hebdomadaires sont désormais recensées pour des symptômes évocateurs, fièvre, toux, fatigue intense et courbatures. Les données de surveillance montrent une circulation soutenue du virus, confirmée par les résultats des prélèvements biologiques. Près de 3 têtes sur 10 se révèlent positifs à la grippe, un niveau élevé qui confirme que l'épidémie est désormais bien installée sur le territoire. Du côté des structures de soins, les passages aux urgences liés aux infections respiratoires sont en augmentation, même si, à ce stade, le nombre d'hospitalisations reste stable. La situation est suivie de près par les autorités sanitaires qui surveillent quotidiennement l'évolution des indicateurs. Ce démarrage précoce de l'épidémie interpelle. Habituellement, la grippe atteint son pic plus tard dans la saison. Cette année, les niveaux observés sont déjà supérieurs à ceux des saisons précédentes à la même période, ce qui justifie une vigilance renforcée. La grippe reste une infection très contagieuse. Les professionnels de santé rappellent l'importance des gestes barrières et recommandent de consulter en cas de symptômes persistants ou des signes de gravité, notamment chez les personnes âgées, les malades chroniques et les jeunes enfants. En Martinique, l'épidémie est sous surveillance, mais avec un mot d'ordre, anticiper pour éviter la saturation. Produire mieux en polluant moins, c'est l'objectif de la conférence organisée hier par Martinique Développement. La décarbonation de l'industrie est devenue un enjeu majeur pour les entreprises martiniquaises, tant sur le plan écologique qu'économique. Les détails recueillis par Jean-Marc Cartor. Décarbonation, pour simplifier, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça passe par 2 actions majoritaires. La première, c'est atténuer les émissions, donc diminuer ses consommations énergétiques par exemple. Et la deuxième, c'est mettre en place des énergies renouvelables pour pouvoir décarboner, c'est-à-dire utiliser moins d'énergie fossile dans l'alimentation de son entreprise. Le premier levier, c'est la réalisation d'un bilan gaz à effet de serre qu'on appelle décarbonation pour pouvoir situer son entreprise, où est-ce qu'elle en est, où est-ce qu'elle doit faire des efforts, qui est-ce qui est le plus impactant en termes d'émissions de gaz à effet de serre dans son activité. On a des exemples, on a des industries mais aussi des entreprises du tertiaire ou des plus petites entreprises qui mettent en place des actions pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, comme de l'eau chaude solaire en autoconsommation, du panneau photovoltaïque en autoconsommation, des unités de méthanisation. On a surtout des entreprises aussi qui se développent pour des projets mutualisés territoriaux à l'échelle de la Martinique. Je pense notamment au réemploi du verre. Le dispositif territoire d'industrie a priorisé le sujet de la décarbonation pour sa première conférence parce que c'est un sujet phare en Martinique. Beaucoup de porteurs de projets et d'industrie ont du mal à comprendre, à cerner jusqu'où va les différentes problématiques et enjeux de la décarbonation. Donc il était important de rassembler tout l'écosystème des accompagnateurs dans ce milieu afin de répondre aux questions de ces porteurs de projets. On va définir ce qu'est le dispositif. Donc, il est porté par l'État et la CTM et il est mis à disposition des EPCI. Aujourd'hui, 2 EPCI sont labellisés, à savoir Cap-Nord et CACEM. Ce dispositif met à disposition donc, des entreprises et des professionnels une ingénierie, tout ce qui est accompagnement, audit et bien sûr suivi dans tous les dispositifs qu'ils mettent à disposition. Il y avait la BPI qui présente un dispositif financier. Il y avait des chargés de mission qui accompagnent sur l'économie circulaire, la décarbonation et tous les sujets de transition écologique. Évidemment, ma personne territoire d'industrie qui représente l'État et l'État et la CTM et son envie d'accompagner tous les porteurs de projets sur ce sujet qui est assez sensible et évidemment toute l'action territoriale qui va avec puisque c'est un sujet aujourd'hui dont la Martinique est bien consciente. Tout autre chose à présent, c'est l'une des plus belles voix du Zouk et elle débute son Princess Tour ce samedi au Grand Carbet. Vous l'aurez deviné, Princess Lover est notre invitée.
Princess Lover, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et moi, c'est un vrai plaisir et toujours un honneur de venir ici et vous retrouver, rencontrer tous les téléspectateurs. Et retrouver les Martiniquais. Exactement. Je le disais, le Princess Tour débute ce samedi au Grand Carbet. Un concert d'ores et déjà à guichet fermé. Oui, tout à fait. Les billets se sont vendus à une vitesse folle, on peut le dire. Oui. Mais pas de panique pour ceux qui n'ont pas pu en profiter. Une seconde date a été prévue. Ce sera le 25 avril prochain, c'est ça? Tout à fait. Et franchement, dépêchez-vous parce que c'est vrai qu'il y a une formule Early Bird avec les tickets un petit peu moins chers, comme on dit. C'est parti en 24 heures. Donc, je pense qu'il faudrait se préparer à une troisième date. On croise les doigts, en tout cas. Alors, pour ce Princess Tour, il y aura évidemment la Martinique, mais aussi la Guyane le 11 avril, la Guadeloupe le 17 avril, et puis en point d'orgue, le Casino de Paris le 14 juin prochain. Parlez-nous de cette tournée. Eh bien, c'est vrai qu'on a toujours eu tendance à faire des choses un petit peu ponctuelles. Une fois comme ça à Paris, une fois comme ça à Martinique, et une fois comme ça en Guadeloupe, Guyane, pareil. Et là, c'est vrai que quand on y pense, c'est vraiment la première tournée de Princess Lover après une trentaine d'années de carrière. Et c'est vrai qu'il fallait qu'on la commence par la Martinique. Hein. En tant que Martiniquaise de souche, comme Évidemment. on dit, c'était obligatoire. Et puis ça me tenait à cœur aussi, bien entendu. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on va faire 30 ans de musique. Avec des nouveautés aussi. Pour moi, c'est une nouvelle page, c'est un nouveau livre qu'on écrira ensemble, justement. On va vivre les choses du passé, et les améliorer, avoir ajouté des choses du présent et construire le futur ensemble. Je pense que c'est ça, la tournée de Princess Lover. Alors justement, pas trop difficile de faire rentrer 30 ans de carrière sur ces nouvelles pages? Extrêmement difficile. Alors, c'est vrai que là, je remercie aussi toute cette équipe qui m'entoure, qui est avant tout ma famille, avec les directeurs musicaux, chefs d'orchestre et tout ça, parce que justement, on va faire des extraits, on va faire des medleys, on va essayer de tout faire pour pouvoir au moins satisfaire tout le monde. C'est vrai qu'on pourra peut-être sans doute pas tout jouer, mais on va essayer de jouer le maximum en tout cas. Vous l'avez dit, 30 ans de carrière, vous avez commencé très jeune. Comment faire pour durer, d'autant plus dans une société de consommation et de surconsommation même, quel que soit le sujet? Je pense que j'ai eu cette chance de rester moi-même. Je pense que c'est surtout ça la vraie formule. Faire les choses avec le cœur et de rester authentique. On ne fera jamais l'unanimité, donc autant qu'on nous aime pour ce qu'on est et qu'on nous déteste aussi pour ce qu'on est. Et je pense que c'est surtout faire les choses avec le cœur. Je pense que c'est peut-être cette formule-là. Le fait d'avoir été sincère et vrai avec toute ma communauté et d'avoir grandi ensemble, d'avoir échangé des choses. On a pleuré ensemble, on a rigolé ensemble. Voilà, traverser de belles choses comme des moments extrêmement difficiles. Et voilà, en fait, je chante ce qu'on vit, ce que j'ai vécu, je chante ma vie. Je chante la vie de tous et je pense que ça doit être ça, peut-être, qui nous permet de durer. Vous avez pu observer d'ailleurs l'évolution de cette industrie musicale. Vous avez été loué également pour votre capacité à mélanger plusieurs styles avec succès. Aujourd'hui, quelle est votre vision de cette industrie? Est-il encore possible de faire carrière à l'instar d'une Princess Lover? Je pense que oui, parce que je pense que les mélomanes recommencent à refaire surface. Et je pense que les gens recherchent aussi du qualitatif. C'est ça qui est un petit peu trompeur, parce que des fois, on a tendance à vouloir le numérique et à oublier l'analogique. Mais je pense que le jour où les gens comprendront qu'il faut faire un peu des deux, parce que si c'est pour s'oublier, pour pouvoir ressembler aux autres, oublier qu'on est, que ça ne sert à rien de ressembler. Je pense qu'il y a des possibilités parce que je pense que plus le temps passe, plus les gens prennent conscience de cela. Et puis, il y a aussi une motivation et quelque chose qui se passe au fond du cœur, où tout le monde a aussi envie d'être, envie de faire. Donc, je pense que cette motivation-là peut aider le marché, justement, à faire des choses. C'est-à-dire que même si on utilise les réseaux sociaux, les nouvelles choses qui, des fois, nous dépassent un petit peu, je pense que l'IA nous submerge, mais je pense que les gens aussi apprennent à l'utiliser, apprennent à vivre avec, et je pense que tant qu'on ne mettra pas de côté l'être humain et le fait de ne pas être différent, mais d'être la différence, les choses pourront avancer. Se servir de ces outils et ne pas laisser ces outils nous surmonter. Merci beaucoup, Princess Lover, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc le premier concert
concert ce samedi à guichet fermé, d'ores et déjà au Grand Carbet. Seconde date le 25 avril, mais également des dates en Guyane le 11 avril, en Guadeloupe le 17 avril et au Casino de Paris le 14 juin prochain. Il va suivre aussi l'Afrique et tout ça. D'autres dates donc à découvrir dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Princess Mover. Je vous dis à tout à l'heure pour une petite surprise. Je n'en dis pas plus. Et à samedi. Et à samedi, évidemment. En attendant, justement, ce concert événement de samedi, je vous propose de découvrir l'exposition Hurler les failles. Elle est visible jusqu'au 14 février à Tropicatrium. Cette exposition collective rassemble 18 artistes autour de la brisure géologique, la fracture sociale ou encore la fêlure intime, aperçue avec Jean-Marc Carteron. C'est une exposition collective qui regroupe 18 artistes qui ont travaillé sur le thème de la faille, de toutes les failles qui nous entourent. Et nous avons rencontré un poète haïtien qui a écrit un texte qui s'appelle « Hurler les failles ». Et c'est pour ça que nous avons choisi ce titre pour l'expo, pour hurler les failles que l'on ne peut plus simplement susurrer. C'est d'exposer un peu, de montrer, de révéler les failles que l'on a en chacun de nous, dans l'actualité, dans l'environnement. L'élément fort de l'exposition, c'est sa scénographie. La scénographe, vous avez aperçu, il a mis des panneaux en papier dans toute l'exposition. Et quand on marche, ça découvre des points de vue, des failles. Et dans chaque faille, on aperçoit une œuvre. Moi, je travaillais surtout sur du tissage, de la broderie. Et puis, bon, après, il fallait, avec ma personnalité, arriver à trouver quelque chose qui aille avec le thème, en fait. Et bon, je pense à être allée... voilà. Je suis partie de l'enfance, de l'éducation qu'on peut avoir, des racines. Et puis après, à devenir adulte, ce que nous, on en fait. Puisque bon, on peut avoir l'influence quand on est jeune, mais après évoluer totalement différemment. On fait une œuvre, mais après, elle ne nous appartient plus. On passe le fil aux personnes, et c'est à elles de l'interpréter avec leur ressenti. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que souvent, c'est vraiment différent de ce que nous, on a voulu mettre à l'intérieur. Et l'échange est toujours très, très important et très agréable. Un mot de sport, en volleyball, on jouait le week-end dernier la 11e journée du championnat. Dans la poule A, le Good Luck était opposé au MUC, une rencontre qui a logiquement tourné à l'avantage des Foyalaises. Victoire 3-7-0, récit du match Caril Chassol et Marc Michel. Match capital pour les deux formations en vue de la phase finale du championnat. Et après un premier set remporté 25-17 par le Good Luck, le MUC montre de belles choses à l'entame du second. Mais une nouvelle fois, le Good Luck revient et au forceps s'égalise à 21 partout, avant de prendre l'avantage et s'imposer 25-21. Le troisième set est là encore équilibré, les deux formations se rendent coup pour coup. Et la victoire se joue en toute fin de set. Le Good Luck s'impose 26-24 et 3-7-0. On a fait un beau match, vu de l'effectif qu'on avait. On a joué sans libéraux, mais bon, on a mis une bonne résistance. On a eu des petits creux, mais on a su remonter. Donc, on a une équipe jeune, mais qui a envie. Donc, on fait ce qu'il faut pour monter en puissance. Ça a été difficile parce qu'on a changé beaucoup de choses. On essaie des rotations pour préparer la suite du championnat. Et donc on s'est mis en difficulté nous-mêmes parce qu'on change beaucoup de choses et voilà. Mais c'est vrai qu'on a eu une belle opposition et tant mieux pour nous puisqu'on avait besoin d'essayer des choses très précises. Dans l'autre rencontre, le Rayon a battu sur le même score l'Empire. Au classement, l'Empire reste leader mais voit les Ansoises revenir à leur hauteur.
Les co-leaders ont 8 points d'avance sur le Good Luck et le VB Pilotin. Un classement quelque peu tronqué avec des formations ayant jusqu'à 3 matchs en retard. Dans la poule B, le RC Arlésien, l'Espoir et le CTP-VB se sont imposés sur le même score, 3-0. L'entente FEP Montérégie-Éclair est leader avec 1 point d'avance sur le RC Arlésien et 2 sur l'Espoir. Au pied du podium, le CTP-VB est à 10 longueurs du 3e. Chez les hommes, lors de la 12e journée du championnat, le Rayon et le MUC ont pris le meilleur respectivement sur l'Empire et l'Espoir. Au classement, les universitaires sont leaders avec 2 points d'avance sur les Ansois et 3 sur le RC Rivière Pilote. Le Rayon est au pied du podium à 3 longueurs du 3e. Team Pulse et l'Empire ferment la marche. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang au centre commercial Génipa à Ducos de 8h30 à 17h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 10h30 à 17h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Le procès aux assises de Fabien Chérubin s'est ouvert ce matin. Ce ressortissant saint-lucien comparé pour le meurtre de Marion Génin, une affaire qui avait profondément choqué la Martinique en septembre 2008. Et puis dans l'actualité nationale, un incendie a ravagé un hôtel 5 étoiles de Courchevel. Près de 300 personnes ont dû être évacuées. L'origine du feu n'est pas encore connue. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Mais tout de suite, je laisse place à celle que vous attendez tous. Elle sera en concert ce samedi au Grand Carbet. Princess Lover est en direct sur ATV, accompagnée de son guitariste Sébastien. Comme c'est dur d'aimer quand on l'est pas soi-même. Souvent on veut abandonner, déçu de ne pas être un tandem. On ne peut plus contrôler, on arrive à l'extrême. Plus personne pour nous guider, comme dans un intérêt. Sonné, j'ai même frappé à la porte. Sonné, j'ai sonné, mais je n'ai jamais monté. Sonné, j'ai sonné, pour toi j'étais une plante quasiment morte. Sonné, j'ai sonné, qui n'avait aucune chance de se relever. Oh, oh. Mille et une nuits à ne penser qu'à toi. Je me créais des films en me voyant dans tes bras. Je culpabilisais de t'avoir trop aimé. Je t'idolâtrais pour en fait gagner un cœur blessé. Sonné, j'ai sonné, tu visais d'autres personnes. Sonné, j'ai sonné, relation professionnelle, c'était assez. Sonné, j'ai sonné, tu blessais une partie de ma personne. Sonné, j'ai sonné, ok, je me plierai à ta volonté. Comme c'est dur d'aimer quand on l'est pas soi-même. Souvent on veut abandonner, décide de ne pas être un tandem. On ne peut plus se contrôler, on arrive à l'extrême.